Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. En vue d'éclairer les professionnels des médias dans le cadre de l'élection de leurs représentants à la HAC, une séance de vulgarisation s'est tenue à la HAC ce jeudi, des précisions dans cette édition. Plus de passage de marchandises et de personnes via le fleuve Niger pour entrer sur le territoire béninois. Une décision des autorités béninoises en réponse au maintien de la fermeture de frontières terrestres par Miami. À Gaza, le ministre de la Santé annonce ce jeudi 35 000 morts, un nouveau bilan lié à la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien depuis le 7 octobre dernier. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Bedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Bedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. La campagne électorale pour la 7e mandature des représentants de la presse à la HAC démarre demain vendredi à minuit et elle va prendre fin le 7 juin prochain à 0h, encadrée par des dispositions. Cette campagne vise à permettre aux candidats de toucher leurs électeurs dans des cadres légaux définis. Il faut noter que le scrutin électoral est fixé au dimanche 9 juin 2024. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a tenu une séance de vulgarisation de loi avec son président Rémi Prosper Moretti et ses conseillers. Cette séance s'est tenue au siège de l'institution ce jeudi 23 mai 2024 et elle vise à éclairer les professionnels des médias, ce dans le cadre de l'élection de leurs représentants. Le reportage est signé Quentin Amoussou. Les conseillers à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC et les professionnels des médias du Bénin ont échangé autour de la loi numéro 2024-06 qui porte sur la réglementation de la période de campagne pour l'élection de leurs représentants à la 7e mandature. Je voudrais préciser que cette décision que nous vulgarisons ce matin tire la grande partie de ces dispositions de cette décision portant sur le cadre juridique. Et c'est le titre 5 du cadre juridique dans lequel les décisions ont été prises. S'agissant du contenu de la décision, elle comporte 19 articles qui s'appliquent de façon principale aux candidats retenus par la HAC et leurs représentants dûment mandatés et aux médias. Après la présentation des grandes lignes de cette décision, l'article 13 a fait objet de débat au sein des acteurs des médias. S'ils n'ont pas la possibilité de passer tout le monde 10 fois et qu'ils passent quelqu'un 10, il faut qu'ils répondent. Mais attention, faudrait-il que les autres aussi demandent et qu'on le leur refuse? C'est pourquoi nous avons mis cette disposition-là. On ne l'a pas éclairé, on n'a pas fait des détails parce qu'on laisse aux médias, aux organes, la responsabilité de respecter l'égalitaire, c'est-à-dire que l'accès égalitaire. Au même moment, il est bien dit l'accès équitable au niveau des privés.
Pour rappel, la campagne électorale débute du vendredi 24 mai à 0 heure au vendredi 7 juin 2024 à minuit. La situation précaire des journalistes, leurs conditions de vie préoccupent la députée Chabi Goro Baké de l'Union progressiste Le Renouveau. Selon elle, ces conditions ne sont pas du tout reluisante. L'élu de la deuxième circonscription électorale dénonce la précarité dans laquelle végètent les journalistes béninois. À cet effet, Baké Chabigoro adresse 6 questions orales au gouvernement sur les réformes annoncées par le président Patrice Talon dans le secteur des médias. Entre autres, quand est-ce que ces réformes vont vraiment prendre corps? Quels sont les avantages que garantissent la détention de la carte de presse et que pense faire le gouvernement à court terme pour améliorer les conditions de vie des hommes des médias. Diplomatie dans cette édition, le président Patrice Talon et sa délégation ont été accueillis à l'aéroport international de Brasilia hier mercredi dans le cadre de sa visite d'État au Brésil. À sa descente d'avion était présent l'ambassadeur du Bénin près la République fédérative du Brésil, Boniface Villon, et une délégation officielle brésilienne conduite par Carlos Duarte, secrétaire pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Notons que Patrice Talon est accompagné par des membres du gouvernement, dont Romuald Wadaï, ministre d'État chargé des Finances, Olusegun Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères, et Gaston Dossouli de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le transport fluvial entre le Bénin et le Niger est complètement interrompu suite à de nouvelles mesures prises par le gouvernement béninois. C'est en réponse à la fermeture continue de la frontière terrestre par Niamey, justifiée par la présence de camps de l'armée française en territoire béninois. La seule voie officielle de transport reconnue par le Bénin pour communiquer désormais avec le Niger est terrestre. Lors d'une conférence à Dakar en présence de Jean-Luc Mélenchon, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a abordé la question de la sécurité et de la souveraineté, critiquant la présence continue de bases militaires étrangères au Sénégal qui, selon lui, pose des défis à la souveraineté nationale. Pour l'éditorialiste Vianney Hassani, c'est une question de coopération entre les pays africains. Il s'exprime au micro de Nasserine Fatoumi Kanté à Moussou. La souveraineté des pays africains, donc la décolonisation, la nouvelle dynamique dans laquelle nous devons nous inscrire passe bien sûr par la question de la monnaie unique, mais aussi par la question de la souveraineté militaire. Il est vrai que on dit que pour préparer, qui veut la paix prépare la guerre. Il est aussi vrai que l'objectif des pays africains n'est pas forcément de faire la guerre ou de se faire la guerre entre eux. Nous avons encore besoin d'une certaine manière de coopérer avec les puissances militaires, même si nos desseins, même si notre destin, même si nos objectifs doivent être ailleurs. Mais, bien entendu, la souveraineté qui doit être mise en place dans nos pays actuellement passe à travers une coopération, certes, mais une coopération qui doit être vraiment maîtrisée, managée, pilotée par une vision nationale, une vision interne, une vision propre à notre pays. C'est dans ce sens que ce que dit le Premier ministre Sonko est effectivement juste. S'il s'avère encore pertinent dans le cadre de la coopération avec les États, avec les puissances occidentales ou des puissances même de l'Est, s'il s'avère utile et pertinent de continuer à garder ou avoir ou à installer des bases militaires, il faut que ces bases militaires soient pilotées, soient managées par une vision interne, par des cadres militaires nationaux. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir prendre en charge vraiment, je dirais, notre propre destin sur tous les plans. La première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2024 prévue ce 23 mai 2024 à Cotonou est reportée au vendredi 24 mai 2024. Elle aura lieu sous la présidence du ministre d'État chargé du plan
plan et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchani. Les travaux vont s'ouvrir autour de 4 points. Le premier inscrit à l'ordre du jour est la rencontre entre le gouvernement et les responsables des syndicats qui est liée à la cherté de la vie. Spiritualité dans cette édition. Dans les pays musulmans, les obsèques se déroulent dans les 24 heures qui suivent le décès de l'individu. Le défunt est donc enterré dans un carré musulman, un cimetière dédié aux musulmans. Bassiroula Sissi, islamologue et professeur de la langue arabe, donne plus de précisions sur le sujet au micro de Francis Farani, Nassirine Fatoumbi. Si nous commençons par fouiller dans les traditions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons pas une heure fixe ou bien donnée qu'il faut nécessairement enterrer le corps ou bien qu'il ne faut pas enterrer le corps. C'est bien vrai, d'autres disent qu'on n'enterre pas le corps à une heure donnée ou bien c'est après Al-Asr, 16 heures qu'il faut aller au cimetière ou bien si c'est un peu, on ne va pas au cimetière à telle heure donnée. C'est bien vrai. Si peut-être les conditions ne sont pas réunies pour nous, pour aller au cimetière à une heure donnée, c'est à nous de voir comment nous allons nous engager pour que le défunt, le corps, retrouve sa position normale. Parce que, surtout que retarder le corps sans l'enterrer est un mal que nous faisons pour le corps qui est décédé. Car il n'a pas encore trouvé son lieu habituel. Là où il va rester pour demeurer, il ne l'a pas encore retrouvé. Et lorsque le corps est là, il y a son âme qui circule et qui est chaque fois à côté de son corps pour se demander, mais comment me voici, vous ne me voyez pas? Mais lorsqu'il voit son corps, il voit que vraiment, lui est devenu un autre être ou bien une autre chose qui n'est plus habituelle comme ce qu'il était. C'est pourquoi c'est recommandé de vite enterrer nos morts pour que cela ne crée pas d'autres problèmes. Car lorsque l'esprit commence par se promener de cette manière, Shaitan peut aussi utiliser cet esprit pour donner un corps et que cette personne, on va dire, il est décédé, mais on l'a retrouvé en tel endroit, on l'a retrouvé en tel endroit. Donc c'est pour nous conseiller que lorsque nous avons la certitude que le corps est décédé, c'est bien vrai aujourd'hui, la science nous a prouvé que il faut attendre d'abord, peut-être la personne peut encore retrouver la vie. Bon, c'est normal, mais ce qui est nécessaire est que lorsque nous avons la certitude que la personne est décédée, la meilleure manière, c'est de vite l'enterrer. Quelques rituels funéraires s'imposent lors de l'enterrement d'un musulman. Islamologue et professeur de la langue arabe en parle. Il y a des habitudes que nous n'avons aucune révélation divine sur ça qui est claire, à moins que si nous le retrouvons demain, nous allons y venir pour corriger. Mais pour nous dire que il faut pas aller au cimetière, il faut pas enterrer le corps à tel endroit, il faut attendre nécessairement une heure donnée. Ce n'est pas d'une recommandation de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est bien vrai, il y a d'autres qui préfèrent attendre qu'il y a tellement de monde pour que ça soit l'enterrement, soit après une prière donnée. Bon, c'est une logique parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, lorsque quelqu'un est décédé et qu'il y a 40 personnes qui n'associent rien à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont prié sur lui, cela peut devenir pour lui une intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et une faveur pour lui pour entrer dans le paradis. L'islam nous a enseigné beaucoup de choses. Et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, il y a des choses qui nous ont interdites et que ce n'est pas nécessairement nous allons chercher pourquoi, quelle a été la raison. C'est bien vrai, la tradition de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que ce sont les hommes qui aillent au cimetière et c'est nous les hommes qui faisons tout. À moins que si celui qui est décédé est une femme, alors c'est les femmes qui prennent le devant pour laver le corps parce que l'homme ne peut pas laver le corps de la femme, ainsi que aussi la femme ne peut pas laver le corps de l'homme. Et cela, c'est dans la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Et si cela a été fait ainsi, ce sont les hommes qui vont au cimetière. Alors, les femmes restent à la maison. Bon, cela, ça a une logique parce que nous savons que la femme a tellement un cœur un peu faible comparativement à l'homme pour le dire, de se mettre devant une telle chose. Il y a les devoirs qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien que notre législation a décidé que ou bien a décrété que ce sont les hommes qui s'occupent de cela et que les femmes sont à la retraite pour s'occuper d'autres travaux. Passons à présent aux actualités internationales. 3 jours après l'attaque de son domicile lors d'une présumée tentative de coup d'État, Vital Kamerhe, ministre de l'économie de la RDC, est désormais élu président de l'Assemblée nationale. Élu ce 22 mai 2024, il perd seulement 36 bulletins nuls ou blancs sur un total de 407 votants. Âgé de 65 ans, Vital Kamerhe retrouve ainsi un poste occupé de 2006 à 2009 sous Joseph Kabila. La date des élections générales britanniques est désormais connue au Royaume-Uni. Elles auront lieu le 4 juillet prochain et c'est le Premier ministre britannique Rishi Sunak qui l'a annoncé hier, mercredi. Terminons ces actualités internationales par Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé ce jeudi un nouveau bilan de 35 800 morts dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien le 7 octobre. Il faut noter qu'en 24 heures, au moins 91 morts supplémentaires ont été recensés selon un communiqué du ministère qui fait état de 80 011 blessés en plus de 7 mois de guerre. Démarrons cette page sportive par les résultats de la 18e journée de la Super League Pro de football. Le leader d'Adjek Cal face à Damissa FC Andali, match nul, un but partout. Son dauphin, l'Autopopo, domine quant à lui Banigansé, 2-1 à domicile, alors que Coton FC obtient une courte mais précieuse victoire 1-0 sur le terrain d'Aïma à Koubé. L'unique but est inscrit par Romari Kamoussou de la tête sur un centre de Emmanuel Henry. En face, le stade technique d'Aïma espérait mieux de ses joueurs dans ce match. Face à Sissa Gouran, l'entraîneur adjoint s'explique. Je ne sais pas ce qui s'est passé cet après-midi. Et puis, les enfants, à la première mi-temps, ils ont respecté l'adversaire. À la manière, parce qu'on leur disait tantôt de remonter le bloc, le pressing haut. On ne sait pas, on passait les consignes, mais ça ne passait pas sur le terrain. Or, ils ont choisi de jouer le bloc bas à la première mi-temps. C'est ça qui a montré qu'on a respecté l'adversaire à la première mi-temps. Mais Coton aussi était dedans parce qu'ils cherchaient les points, parce qu'ils sont soif des points et puis pour pouvoir se repositionner. C'est ça qui les a donné le courage ou bien la détermination. Ils étaient tout déterminés, à avoir les 3 points. Mais c'était pas mal des deux côtés. Objectif atteint pour le double champion au titre Coton FC qui revient à 1 point du fauteuil de leader avec 33 points. En tête de peloton, l'Autopopo repasse devant Dadje grâce à une meilleure différence de but, plus 11 contre plus 9. Dans les autres matchs, Aspac a battu JSP 3-2. Dynamo d'Aboumé s'est imposé face à Cavalier, 1-0. Requin et Dragons se sont neutralisés sur le score nul et vierge de 0 but partout. Soubimap a pris le déçu sur AS Cotonou, 2-1. Une victoire arrachée dans les derniers instants de la partie qui soulage les Dockers. Suivez l'analyse de leur entraîneur Moukaïla Yessoufou au micro de Romuald Romao. La première mi-temps qu'on a faite là, c'était catastrophique. Il faut avoir le courage de le dire. C'était pas nous ça. Je pense qu'à la mi-temps,
On a fait quelques réagissements, on les a galvanisés, on les a montré que nous sommes encore chez nous. Et je pense qu'ils ont compris le message. Et je pense que c'est suite à ça qu'ils sont montés sur le terrain comme des guerriers. Ils ont joué leur partition jusqu'à la fin. Et je pense qu'au bout, on a marqué ce dernier but vraiment qui a fait exploser le stade. Bon, on cherchait cette victoire depuis la phase de retour. On a toujours fait des matchs nuls et une défaite. Et tout le monde attendait cette victoire pour nous relancer. Bon, il est bien vrai que beaucoup sont devant encore nous. Mais nous, notre objectif, c'est de nous battre jusqu'à la fin. Et à la fin, on verra le classement. C'est dans cette optique-là qu'on a fait des remplacements. Et je pense que c'est ces remplacements-là qui ont payé. Grâce à un coup de chapeau, le Super Aigle a offert la C2 à son club Atlanta Bergame au détriment de Bayer Leverkusen. C'est une performance historique réalisée par Ademola Lookman, 3 buts dans le final de Coupe d'Europe qui remonte en 1975. Ademola Lookman a en outre brisé l'invincibilité du club allemand de Bayer Leverkusen qui s'arrête à 51 matchs sans défaite. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette information que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.